Voyageur à travers les paysages, je suis le vent. Je suis le vent des plaines fertiles au climat sec et chaud et des territoires d'altitude que rafraîchissent les pluies et les courants froids des montagnes. Je suis le vent qui fait résonner les mots, qui les fait s'entrechoquer. Languedoc, Cabardès, Carcassonne, Montagne Noire, Méditerranée, Pénautier. Mon territoire, c'est la terre d'Occitanie. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Après les guerres de religion, la prospérité et la paix sont de retour. Et c'est là que commence mon histoire. L'histoire d'un lieu, le château de Pénautier. L'histoire d'une famille, celle de Bernard de Rêche de Pénautier, trésorier des États, grand seigneur et banquier central de la riche province de Languedoc. Il a choisi une terre à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier pour y construire la plus élégante des demeures. En 1622, Louis XIII n'a que 21 ans. Depuis peu, il a évincé du pouvoir sa mère, la puissante Marie de Médicis. Il entame alors un premier grand voyage pour pacifier le royaume et venir à bout des querelles religieuses qui divisent encore en Aquitaine et en Languedoc. Parti de Toulouse, le jeune roi est en chemin vers Montpellier. Et ce 14 juillet de l'an 1622, il fait halte à Carcassonne, siège fréquent des États du Languedoc. C'est Bernard de Pénautier, premier magistrat de la ville, qui le reçoit et donne la harangue au roi. Quand le fastueux jour s'achève, loin des clameurs et de la ferveur populaire, le roi rejoint le calme du château de Pénautier pour y passer la nuit. On imagine la fierté de Bernard de Pénautier de recevoir le roi de France en sa demeure, achevée il y a 2 ans à peine. On raconte que la nuit du monarque fut bonne et qu'au moment de partir, pour remercier son hôte, il désigna son mobilier de voyage et le lui offrit. Cette chambre royale, recouverte de splendides tapisseries, n'a pas quitté Pénautier depuis. A succédé à Louis XIII, inaugurant comme son père un règne qui marquera à jamais la France. Après la Fronde, le jeune roi a compris que pour gouverner, il fallait s'entourer des grands seigneurs du royaume. Ici, Pierre-Louis de Pénautier a succédé à Bernard, son père. En 1670, il relève la charge de receveur général du clergé de France, devenant ainsi l'un des plus grands personnages du royaume. Porté par un vent de grandeur, il voyage sans cesse. Pierre-Louis est aussi un bâtisseur infatigable. À Paris, place Vendôme, il construit son hôtel particulier. Et à Pénautier, au cœur du Languedoc, le château vit l'une de ses premières métamorphoses. En 1670, il confie à Levaux, l'architecte du roi, l'édification d'une orangerie à l'est et d'une salle de bal à l'ouest. Puis,
c'est au tour de Lenôtre, le grand paysagiste du roi, de dessiner un jardin à la française sur plus de 30 hectares. En véritable Versailles du Languedoc, Pénautier illustre en majesté l'architecture du grand siècle. Et déjà, on plante des vignes, et l'on sert le vin de Pénautier à la table des officiers du roi. Nous sommes en 1656. Cela fait presque 10 ans que la troupe de Charles Dufresne a quitté Paris pour une longue tournée en province. En juillet, les artistes dont Madeleine Béjart et le déjà célèbre Molière sont à Pénautier. Grand amateur d'art et de théâtre, Pierre-Louis de Pénautier les accueille au château. Cher Molière, on m'a dit grand bien de la pièce que vous allez interpréter ce soir. L'étourdi et les contretemps. Quel titre! Je connais le comédien, mais il me tarde de découvrir l'auteur, puisque l'ouvrage porte votre signature. Mes amis, écoutons la troupe de Molière, venue pour nous divertir. Puis nous boirons ensemble le bon vin de Pénautier. À l'apogée du grand siècle, Louis XIV confie à son ministre Colbert le développement économique du pays. L'idée ambitieuse d'un grand canal reliant l'Atlantique à la Méditerranée lui est présentée par Pierre-Paul Riquet. Sur ordre de Colbert, Pierre-Louis de Pénautier est le grand financier du projet. En 1681, après seulement 15 ans de travaux, et grâce au labeur acharné de plus de 12 000 ouvriers, la réalisation de ce qui deviendra plus tard le canal du Midi est achevée. La province entre dans l'histoire et s'ouvre au monde. Ici, les industries lainières sont prometteuses. Avec 7 manufactures, l'activité drapière devient ainsi le cœur économique de Carcassonne et sa région. On tisse des draps de laine aux couleurs multiples, destinés aux pays du Levant, en direction des grands ports de Méditerranée. Constantinople, Smyrne, Alexandrie. La manufacture de Pénautier obtiendra en 1729 le titre envié de manufacture royale. La brise légère des beaux matins sereins souffle sur une région très prospère. Au cœur de ce XVIIIe siècle brillant et bouillonnant, Pierre-Louis a laissé la place à ses neveux, les Bénaguet, grands seigneurs du Languedoc et d'Auvergne. Les deux frères continuent l'épopée familiale avec ferveur. Le Benjamin des deux, le jeune chevalier de Saint-Pardoux, illustre à merveille l'esprit de son siècle. En 1789,
1768, le souffle des Lumières l'entraîne, avec son aîné Jacques Amable, vers le Grand Tour, voyage initiatique de découverte de la culture et des arts en Italie. Ensemble, pendant près d'1 an, ils visitent Pise, Rome, Naples, Sienne. Les deux frères rapporteront de ce voyage les œuvres des artistes italiens qui, encore aujourd'hui, habillent le château d'une patine romantique. Bientôt, ce sont les vents des océans qui vont porter notre jeune chevalier de Saint-Pardoux vers des contrées lointaines. Au tout début de l'année 1782, il embarque avec le comte de Bussy-Castelnau pour une expédition militaire contre les Anglais. La flotte française fait voile vers les Indes. Après le cap de Bonne-Espérance, Madagascar, puis l'île de France, l'île Maurice. Dans le golfe du Bengale, la côte de Coromandel est en vue. Mais la résistance des troupes anglaises est rude. La bataille de Gandelour, longue et meurtrière, approche. Avant de partir à l'assaut, Jacques écrit à son frère bien-aimé. « Nous allons tenter un acte de vigueur qui doit être nécessairement sanglant. Je te fais mes adieux, espérant cependant te revoir malgré les dangers que je vais courir. Je sens que je ne puis perdre que dans l'attachement que j'ai pour toi, pour ma famille. Adieu. » Avec panache, il revient de cette terrible bataille. Saint-Pardoux rentre en France en 1784. Fidèle à l'écriture de ses carnets, il enrichira ses longs récits militaires de considérations historiques et religieuses, ainsi que d'un étonnant manuel d'apprentissage de la langue indienne. Nous sommes le 14 juillet 1789 à Versailles. L'agitation des États généraux inquiète. Le régiment du chevalier de Saint-Pardoux est appelé en renfort. Ambitieux, il se presse dans la galerie des glaces pour être présenté au roi. Mais aux écuries de la reine, son régiment s'agite et Saint-Pardoux doit le rejoindre précipitamment, sans avoir eu le temps de s'incliner devant la belle Marie-Antoinette. Les nouvelles de Paris sont préoccupantes. Des insurgés ont envahi la vieille prison de la Bastille et tué son gouverneur. Les premiers instants de la Révolution se jouent sous ses yeux. Saint-Pardoux continue à servir dans les armées du royaume qui deviennent celles de la République. Il sera l'un des hommes de Dumouriez. Mais avec lui, il comprend vite que la tempête emporte la Révolution bien trop loin. Envoyé en négociation de paix avec les princes européens, puis pour 2 ans en captivité à Budapest, le cœur noué pour sa patrie, Jacques revient à Pénautier en 1795, raconter dans ses fameux carnets les douleurs de la période révolutionnaire. Le 19e siècle est déjà là. Un siècle d'audace, de prospérité, d'espoir. Un siècle où souffle le vent du progrès. Rodolphe de Pénautier, le fils de Saint-Pardoux, a hérité du goût, des idées et des projets de son père.
fois encore, Pénautier se transforme. La cour centrale est comblée et la grande façade se dévoile sur 100 mètres de long. Pénautier semble renaître en une majesté nouvelle. À l'intérieur, les sols sont recouverts de mosaïques à l'italienne. Alliant l'irrégularité des matières et la richesse des couleurs, le sol devient un véritable décor. La métamorphose se poursuit dans le parc. Après la rigueur du classicisme, une végétation naturelle et apparemment sauvage reprend ses droits. C'est le temps des jardins à l'anglaise. Les senteurs s'y mélangent et il suffit d'un souffle de vent pour qu'on y ressente l'ivresse romantique du siècle. Mais voici que souffle le vent de l'immense tristesse et de la Grande Guerre. Blanche de Pénautier, veuve du fils aîné de Rodolphe, n'a pas d'enfant et se prépare à vendre le domaine. À l'été 1918, alors qu'une guerre interminable vient de détruire l'Europe, l'intrépide Paul de Pénautier se rapproche de sa tante. « Ma tante, vous ne pouvez céder une maison de famille si ancienne et précieuse pour nous. Je suis prête à relever notre histoire. » Elles s'entendent alors et Pénautier restera dans la famille. En septembre de cette même année, elle épouse le comte Christian de Lorgerie, jeune officier de cavalerie breton tout juste démobilisé. À eux deux, ils relèvent les défis de l'avenir. Ensemble, ils vont coiffer la partie centrale du château d'un fronton et y faire graver la devise familiale des Bénaguet, Cara Patria, Carior Libertas. La patrie m'est chère, mais la liberté plus encore. Directe et champêtre, Paul de Pénautier se prend de passion pour la vigne. Elle s'intéresse à l'agriculture et la recherche agronomique. Elle agrandit le vignoble, qu'elle arpente sans cesse en authentique vigneronne et toujours coiffée de son béret, devenu légendaire. Les lendemains sont prometteurs. Les 4 fils portent avec eux l'espoir de l'avenir. La Seconde Guerre viendra éprouver la famille, mais toujours, l'espoir et le courage demeureront. C'est l'après-guerre et ses années heureuses. Alain, l'un des 4 fils de Paul, puis sa femme Françoise, font souffler un vent de transformation dans le vignoble, qu'ils veulent remonter toujours plus haut sur les terroirs des garrigues de la Montagne Noire. Ils vont accoutumer à ce climat intermédiaire entre Atlantique et Méditerranée, les grands cépages des 2 mers. La Syrah du Rhône et de la Méditerranée, les Cabernets et le Merlot de l'Atlantique. Sur de grands sols calcaires, baignés de fraîcheur, l'appellation Cabardès vient de naître.
entier à travers le monde. Nous sommes ceux qui demeurent. Nous portons avec nous la force de nos racines, la noblesse de notre histoire, l'enthousiasme de nos terroirs. Nous portons avec nos enfants la foi en l'avenir, l'espérance et la passion qui se transmettent telle une flamme vivante. Retour au réel.